Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo questions-réponses de la chaîne. Le concept est simple, je vous ai demandé de me soumettre vos questions et vos problématiques cyclistes, vos problèmes d'entraînement, les questions qui vous empêchent d'avancer. Je les ai recueillies sur YouTube. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me les poser et dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions. Je vais essayer de débloquer votre situation et la plupart des questions sont, je pense, communes à de nombreux cyclistes. Donc, à travers mes réponses, je vais pouvoir tous vous aider, je l'espère. Donc, cette vidéo, ça sera un format podcast. Vous n'êtes pas obligé de rester devant pour me regarder. Vous pouvez faire autre chose pendant ce temps. J'ai également posté cet épisode sur Spotify. Je vous mets le lien dans la description. Donc écoutez, on va se lancer dans la réponse de ces questions. C'est de l'impro total. Je n'ai pas préparé mes réponses. Donc comme ça, on pourra voir si je suis bon. Donc il y a 17 questions et sans plus tarder, on va passer à la première. On est parti. Alors la première, petite question rapide. La différence d'entraînement à vélo entre le triathlon et le vélo classique. Donc ça intéressera surtout les triathlètes. La question c'est, est-ce qu'il faut réaliser des entraînements particuliers en fonction de votre discipline? Donc le conseil que je donne à tous les triathlètes, c'est de voir le triathlon comme un seul sport et ne pas essayer de diviser chacune des disciplines. C'est-à-dire que votre volume d'entraînement et votre répartition des intensités doit être global aux trois disciplines, mais il y a quand même un intérêt à privilégier les séances de basse intensité et le volume sur le vélo, parce que c'est un excellent outil pour accumuler des kilomètres, accumuler du volume à basse intensité, alors que si vous faites ça en course, vous risquez de vous blesser plus rapidement. Donc pour un triathlète, je le recommanderais de faire la globalité de cette séance de vélo à basse intensité et d'intégrer de l'intensité des séances à haute intensité en zone 3, zone 4 ou zone 5 à l'approche de ces compétitions pour être prêt à faire les efforts demandés. Mais le gros du travail intensif en amont doit être fait en course à pied et en natation, qui sont des sports beaucoup plus techniques, qui demandent de passer beaucoup plus de temps à haute vitesse pour développer une économie dans ces zones-là. Le vélo, ça doit être là pour faire le volume et 2 mois avant un objectif, voire même 3 mois, on peut réintégrer du travail spécifique. Donc au final, pas grande différence, c'est juste que le triathlon, faut voir ça comme un seul sport et avoir la bonne répartition et le bon volume au global. On passe à la deuxième question, qui en intéressera plus d'un, je pense. Pour une épreuve telle que l'étape du Tour, quelle serait la puissance cible à viser lors de l'ascension des cols le jour de l'épreuve? Donc l'étape du Tour, pour ceux qui ne savent pas, ils reprennent une étape du Tour de France, ça a lieu chaque été. Cette année, le départ est de Nice. Donc je ne vais pas te répondre en fonction du parcours de l'année, mais plutôt donner un conseil global à toutes les personnes qui préparent des cyclosportives pour savoir quelle puissance cibler. Donc déjà, c'est pas possible de donner une réponse globale parce que la cible elle est vraiment individuelle. On le comprend assez bien avec l'exemple du marathon en course à pied. C'est une course de 42 km où le gagnant est aux alentours des 2 heures et d'autres personnes vont mettre 6 heures. Donc quand on compare ces deux cas, on comprend bien qu'ils vont pas du tout suivre la même intensité relative. Les premiers qui le courent en 2 heures vont être proches de leur deuxième seuil, alors que ceux qui le courent en 6 heures, ça sera de l'allure fondamentale. Bon, sur l'étape du Tour, je pense qu'il n'y a pas de si grosse disparité, quoique je pense que c'est également le cas si on compare les premiers et les derniers, forcément l'écart est monumental, donc ça dépend de ton chrono de base. Si tu pars sur une épreuve qui va durer, on va dire, plus de 8 heures, donc là on est sur des formats quand même extrêmes, si tu pars pour plus de 8 heures d'effort, ça sera que de la basse intensité, de l'allure fondamentale tout le long de la course. Parce qu'il faut savoir qu'avec la fatigue, nos seuils vont baisser, ce qui fait que même en zone 2, l'effort deviendra très intense à la fin, donc c'est important de rester en zone 2 du début à la fin, parce que la fatigue finira par arriver. Mais je pense pas que sur l'étape du Tour, la plupart des cyclistes qui regardent cette chaîne, je pense que vous serez plutôt, vous serez bien plus rapide. Ça sera en dessous des 6 heures, je pense, au minimum. Donc dans ce cas-là, la plupart des montées, ça sera de la zone 3. Ça sera entre le premier seuil et le deuxième seuil. Donc c'est la zone d'intensité élevée.
c'est ça ce qui correspond au domaine d'intensité élevé. Donc à l'approche de cet objectif, il faudra concentrer ton travail sur une cible, je dirais, entre 85 et 100% de FTP, parce que la plupart des montées seront à réaliser dans cette intensité-là. Je trouve intéressant pour tous ceux qui préparent ce type d'épreuve de faire un test de puissance critique. Donc ça, le test puissance critique, ça consiste à faire un test de puissance sur 3 et 12 minutes, les mettre en relation, donc vous obtenez votre puissance au deuxième seuil théorique. Et cette puissance critique, il vous faudra éviter de passer du temps au-dessus, parce que dès qu'on passe du temps au-dessus, on entre dans le domaine sévère et votre temps est compté. Donc dans les ascensions, forcément, il y aura des phases d'accélération où vous devrez basculer au-dessus, mais l'idée est de rester le plus possible en dessous dans votre zone 3. Le même conseil s'applique. Avec la fatigue, vos seuils vont baisser. Donc si en début d'épreuve, en étant à 90% de FTP ou de puissance critique, vous étiez bien, en fin de sortie, ça ne sera pas le cas parce que votre seuil aura baissé et vous retrouverez dans le domaine sévère en zone 4 ou 5 et là, ça deviendra très difficile de finir. Donc, il faut pas être trop ambitieux sur sa cible. Pourquoi pas partir sur du 88% de FTP pour s'assurer de toujours rester dans cette zone 3, même dans les dernières ascensions. Je trouve également intéressant de faire des épreuves avant l'étape du tour pour voir où vous vous situez et avoir des données. Parce que la meilleure réponse, c'est le terrain. À l'entraînement, vous ne pourrez pas faire de tels tests pour savoir quelle puissance vous pouvez tenir sur cette épreuve. Donc pourquoi pas essayer de sélectionner une épreuve qui comprend une distance et un dénivelé proche et voir la puissance moyenne réalisée dans les montées. Voilà pour ma réponse. On va enchaîner sur la prochaine question. Comment mieux récupérer entre deux séances ? Donc, je vais vous préparer un podcast complet sur la récupération. Peut-être qu'il est déjà sorti, je ne sais pas dans quel ordre je vais les publier, mais pour donner quelques conseils à la volée. Donc déjà, la meilleure manière de récupérer, c'est de bien calibrer son entraînement pour éviter de ne pas être trop fatigué. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'intégrer des séances en zone 1. Donc, par exemple, partir 30 minutes en zone 1 sur le vélo. Et l'idée, c'est vraiment d'effleurer les pédales, de sentir aucune force. Et ça, c'est vraiment une vraie sortie de récupération. C'est pas une sortie de récupération en zone 3 ou zone 4 comme on peut voir certains cyclistes faire transformer leur sortie de récupération en sortie course. Bon, peu importe. L'idée, avec une vraie sortie de récupération, c'est effleurer les pédales, se sentir facile et ce faisant, on va faire circuler du sang dans nos muscles et cela va faciliter le processus de récupération. Ça va également permettre de rééquilibrer le système nerveux autonome qui a été impacté par les précédentes séances. Donc le premier élément, des petites sorties, améliorer sa nutrition, être sûr d'avoir suffisamment de glucides, suffisamment de protéines, améliorer son sommeil. Donc ça peut être des conseils qui peuvent sembler bateaux mais qui ne le sont pas et qui doivent vraiment être appliqués en priorité. Les étirements, je recommande pas forcément. Ce que je recommande plus, bon, ça reste une forme d'étirement, c'est faire des exercices de mobilité. Donc je sais qu'il existe des vidéos sur YouTube spécifiques aux cyclistes pour venir déverrouiller des zones qui sont peu sollicitées de par notre position courbée sur le vélo. Des fois, on peut créer des raideurs au niveau du bassin de cette zone. Donc venir délier cette zone, ça va pas forcément améliorer la récupération, mais ça va vous ajouter du bien-être et améliorer vos sensations sur le vélo. Marcher, c'est également une bonne solution. Faire des petites marches, donc ça revient au même, ça permet d'équilibrer le système nerveux, de faire circuler du sang frais. Prendre le soleil, rigoler, passer du bon temps, c'est également d'excellents moyens de récupérer, parce que la récupération, elle est aussi psychologique. Prochaine question, des conseils pour les débutants. Donc je te dirais de regarder toutes les vidéos de la chaîne YouTube dans l'ordre. Non, c'est un peu long, tu peux le faire néanmoins, je te le recommande, mais des conseils pour les débutants. C'est une question un peu vague, mais si je devais m'adresser à un débutant, lui donner des conseils, ça peut encore sembler bateau, mais ça serait de vraiment être patient, de pas chercher à griller les étapes. Parce que l'entraînement, c'est pas quelque chose de compressible. On peut pas battre les années d'entraînement en essayant d'optimiser à 100% son entraînement en faisant des séances magiques dès le début. Ça n'existe tout simplement pas. Donc, l'idée, ça serait d'instaurer de la régularité en premier.
Partir d'une semaine type que le débutant en question serait capable de tenir sur quelques semaines et après faire évoluer sa structure petit à petit, rajouter des intensités. Mais généralement, quand on est débutant, on n'a pas de grosses statistiques de puissance. Donc, dès qu'on va passer dans une bosse, l'intensité va naturellement monter. Donc, la plupart des sorties seront variées au début, c'est-à-dire qu'il y aura de la basse intensité sur le plat, sur les descentes, et les montées, ça sera plus de la zone 3, voire zone 4. Donc, ça permettra d'avoir un entraînement balancé qui vous fera énormément progresser dès le début, et c'est après qu'on va pouvoir gagner en précision. Généralement, quand on est débutant, tout fonctionne. Vous pouvez vous contenter d'aller rouler, ça se passera très bien. C'est après, au bout de 1, 2, 3 ans, que ça stagne et que là, cette fois-ci, il faut être précis et prendre son entraînement plus au sérieux. Donc, un conseil pour les débutants, prendre du plaisir, s'amuser, voire passer l'épreuve du temps, parce que des fois, on peut voir des cyclistes vraiment passionnés les premiers mois, mais derrière, ils vont se lasser. Donc, voilà, voir si votre passion dure, être régulier pendant 2-3 ans, augmenter votre volume annuel et après vous pourrez vraiment optimiser tout ça. Vous pouvez, si vous êtes passionné, optimiser dès le début, surtout si vous avez déjà des bonnes statistiques. Mais si vos performances sont un peu plus en retrait, ça vaut le coup de rouler sans trop se prendre la tête et les statistiques vont monter toutes seules. Ok, prochaine question. Donc là, c'est une question un peu plus perso. Bonjour Antonin, j'ai 49 ans et j'utilise TrainerRoad pour mon entraînement. Ma FC max, donc fréquence cardiaque maximale, atteinte lors d'un ramp test est de 196. Durant les entraînements, ma FC dépasse souvent 182 battements par minute sur une dizaine de minutes. Cette intensité d'entraînement est-elle recommandée vu mon âge? Donc là, c'est vraiment une question sur les risques liés à atteindre une haute fréquence cardiaque quand on vieillit. Ok. Donc premièrement, je ne suis pas médecin, je tiens à le rappeler, donc je me dédouane de toute responsabilité si vous écoutez ce conseil à la lettre. Déjà, si vous êtes anxieux vis-à-vis de votre fréquence cardiaque, si vous êtes anxieux vis-à-vis de votre entraînement, il n'y a pas besoin de faire de recherche. Le mieux, c'est que vous allez passer un test d'effort en laboratoire. On vous met des électrodes, on vous fait un électrocardiogramme. On vérifie que tout va bien au niveau cardiaque. Comme ça, vous êtes rassuré et ça a plus de valeur que 1000 mots. Cependant, si je vous donne mon avis, il faut savoir que le cœur, c'est l'organe, le muscle cardiaque en lui-même, c'est le muscle le plus endurant du corps. C'est un muscle qui est inépuisable. Lorsque la fréquence cardiaque va baisser, c'est parce que les muscles lâchent en premier, c'est parce que nos muscles ne sont pas capables d'utiliser assez d'oxygène, une déplétion des stocks de glycogène également. C'est une fatigue qui est autre. La fatigue cardiaque n'existe pas. Votre cœur va jamais réduire en fréquence cardiaque parce qu'il est fatigué. Donc on comprend que le cœur est vraiment un muscle très endurant, très performant, surtout lorsqu'il est entraîné. Et ça n'occasionnera pas de danger cardiaque. Le fait d'avoir un cœur qui bat vite n'occasionnera pas de danger au niveau cardiaque. Ça l'occasionnera si vous avez une malformation. Donc ça peut être intéressant de la déceler. Parce que je suppose que faire passer d'énormes flux sanguins dans un cœur défectueux, forcément, ça peut créer des problèmes. Mais si vous n'avez pas de problème, si vous avez tout écarté, il n'y a aucun danger. Le cœur peut battre à des intensités très élevées pendant longtemps. Ça ne pose pas de problème. Et j'aimerais ajouter que c'est beaucoup plus dangereux d'avoir un cœur au repos toute sa vie que d'avoir un cœur qui bat très vite. Parce que la sédentarité et le manque d'exercice tuent beaucoup plus de monde au final. Mais la question de l'âge sur la fréquence cardiaque est totalement légitime. Je vous invite à faire des examens pour vous rassurer. Je pense que c'est le meilleur conseil et je vous garantis que les entraînements de cyclisme avec de la haute intensité peuvent que être excellents sur votre longévité et sur votre bien-être au quotidien. On enchaîne avec les questions. Comment gérer une période creuse pour limiter les pertes? Donc tous les hivers, j'ai une grosse baisse de performance et de sensations à cause du froid. Ça dure 4 mois pendant lesquels c'est très difficile de faire des intensités de rappel. Donc là, ce qui est étrange, c'est que c'est une période creuse de performance. Les performances sont moins bonnes. Parce que la problématique qui est, quand elle réelle, c'est la période de creuse en termes de volume. C'est-à-dire moins s'entraîner pendant 4 mois à cause du froid,
oui, ça va causer des problèmes, ça va causer du retard, et derrière, les performances au beau jour seront moins bonnes, mais dans ce cas-là, c'est une baisse de performance. Donc la baisse de performance, elle n'est pas grave. On ne peut pas être constamment sur la pente ascendante, il y a des phases de stagnation. Après, tout dépend la cause de la stagnation. Si ici, c'est le froid, forcément, quand le froid va repartir, les performances vont également repartir et vont être à la hausse. Mais il faut être sûr que ça vienne de cela. Parce que si la stagnation vient d'un surmenage, de trop d'entraînement, d'une mauvaise gestion des intensités, de toutes les causes que j'énonce souvent, dans ce cas-là, la solution, les performances ne vont pas redécoller au beau jour. Mais pour répondre à une question adjacente, je pense, la période de creuse, elle est souvent liée à un manque de motivation. Il y a certains cyclistes qui vont moins s'entraîner pendant une période de l'année. Et au final, comment faire face à cette phase? C'est se rendre compte que en arrêtant de s'entraîner pendant l'hiver, on condamne une grosse partie de notre progression au beau jour. Et c'est-à-dire que chaque année, vous allez bien progresser pendant l'été, si vous vous entraînez seulement pendant les beaux jours. Vous allez bien progresser, l'hiver vous allez arrêter, vous allez revenir au point de départ et après vous allez faire toujours le même cycle et chaque année vous reviendrez au même niveau. Donc ça peut être très motivant je pense de se dire qu'en continuant à s'entraîner pendant l'hiver, on pourra atteindre un niveau plus haut pendant l'été. Donc ça demande d'avoir un objectif bien défini, de l'avoir toujours dans le viseur et de se motiver à partir de ça. Aussi, ça peut être bien de revoir ses ambitions à la baisse pendant l'hiver, mais de toujours faire quelque chose. Au lieu de tout arrêter, essayer de maintenir une cadence d'entraînement raisonnable, un volume raisonnable et ne pas se forcer à faire beaucoup d'intensité, faire le nécessaire, des petites séances de rappel qui ne sont pas coûteuses mentalement. Donc là, ça répond un peu à côté de cette question, mais si la baisse de performance est vraiment due au froid, ce n'est pas grave, dès que l'été reviendra, ça sera le cas, ça sera bien mieux. Les programmes d'entraînement que l'on peut trouver sur Zwift, te semble-t-il pertinent, entre parenthèses, si tu les connais, bien sûr. Alors, je ne les connais pas, je n'utilise pas Zwift. Alors, je les connais quand même de loin, je vois qu'il y a beaucoup d'exercices étranges, avec des séances qui vous font passer à travers toutes les intensités. Beaucoup d'entraînements folkloriques, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu une blague envers Zwift. Mais au final, ce que je pense de Zwift, c'est selon moi c'est selon moi une plateforme de divertissement, c'est un jeu vidéo. Là, vous êtes dans un monde virtuel, il y a des belles couleurs, etc. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, de faire des kilomètres sur Zwift pendant l'hiver. Mais suivre les plans, c'est très bien si vous voulez rester motivé pendant l'hiver, par exemple, c'est très bien, vous serez constamment diverti avec cela. Mais si vous êtes vraiment sérieux, que vous voulez passer un gros cap, c'est selon moi pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce que la répartition des intensités n'est pas maîtrisée. Comme je l'ai dit, vous allez un peu passer partout. Pour moi, vous ne construirez pas une base solide parce qu'il y a un manque cruel de basse intensité et de qualité dans ce type de plan-là. Or, on sait que les entraînements de basse intensité sont cruciaux pour espérer construire au-dessus, pour pouvoir espérer tirer des bénéfices de la haute intensité. Donc pour moi, les plans d'entraînement Zwift sont un peu le remède pour la stagnation. Bien sûr, vous pouvez voir plein de personnes avoir de gros résultats avec, mais généralement c'est des débutants. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand on est débutant, tout fonctionne, donc c'est pas forcément le meilleur indicateur. Donc les programmes Zwift, je peux pas vous en dire plus, je les connais pas parfaitement, mais je sais que si vous êtes sérieux, que vous voulez vraiment aller loin dans votre pratique, c'est pas l'idéal et vaut mieux comprendre les fondamentaux de l'entraînement. Et je peux directement faire une pub pour mes programmes, je pense. Pourquoi pas suivre mes programmes d'entraînement. Vous les retrouvez dans mon offre qui s'appelle l'Ascension, où je vous forme à devenir votre propre entraîneur. Je vous explique toutes les clés d'un entraînement réussi. Comme ça, vous maîtrisez réellement votre entraînement. Vous êtes capable de faire des décisions, de prendre des décisions avisées dessus, parce que vous avez les connaissances de base pour y arriver, ce qui n'est pas le cas quand on suit un plan d'entraînement simplement, sans comprendre. Donc on comprend vraiment pourquoi on fait les choses. Et dans l'Ascension, je vous donne accès à plus de 30 plans d'entraînement en fonction de vos objectifs. Je vous explique comment les planifier.
Et je vous donne accès à une librairie de séances où vous pouvez faire varier les séances. Bien sûr, vous saurez comment faire à partir du cours en ligne. Donc voilà, je fais ma petite pub. Donc ça vaut vraiment le détour. Vous pouvez cliquer sur un des liens dans la description où il y aura écrit l'ascension, où il y a une page complète qui vous explique à quoi vous attendre dedans. Et si je vous le propose, c'est que je suis persuadé que ça fonctionne. Et ma mission avec ça, c'est que ça soit le dernier programme que vous ayez besoin d'acheter. Donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez rejoint, vous pourrez vous en servir toute votre carrière. Donc ça vaut vraiment le détour. Prochaine question. Quels sont les bénéfices de la course à pied à forte intensité pour la pratique du cyclisme? Alors déjà, si tu fais de la course à pied pour progresser en cyclisme, c'est pas la bonne solution. Si tu veux progresser en cyclisme, il faut faire que du vélo. Tout simplement, pour être le plus spécifique possible. Néanmoins, si la course à pied c'est l'une de tes passions et tu la fais conjointement au cyclisme, il y aura des effets transversaux entre les deux disciplines, c'est-à-dire que les entraînements en vélo vont permettre de t'améliorer en course et vice-versa. Les entraînements à haute intensité en course, ils vont être très utiles pour améliorer toutes les adaptations centrales, donc au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, mais ça va pêcher au niveau périphérique. C'est-à-dire que la course à pied et le cyclisme sont différents à ce niveau-là. La course à pied, c'est un sport avec des contractions dites pliométriques. C'est-à-dire que il va y avoir une légère flexion du genou et directement le corps va rebondir. Donc c'est une succession de phases excentriques puis concentriques. Donc c'est une contraction qui est différente du cyclisme parce qu'en cyclisme, on est constamment que sur la poussée. Il n'y a pas de phase d'excentrique, la phase où on retient la charge, où le muscle va s'étirer. Il n'y a que des phases de contraction. Donc c'est contraction lorsqu'on appuie sur la pédale, relâchement, contraction, relâchement, contraction, relâchement. Et donc c'est différent. Le cyclisme va demander beaucoup plus de force, du coup concentrique, et ce que vous allez peu développer en course à pied. Et si vous faites beaucoup de séances de haute intensité en course à pied, vous serez très fort au niveau central, vous aurez un très bon cœur qui envoie beaucoup de sang oxygéné, mais c'est au niveau des muscles que ça va pêcher. Donc un coureur qui passe sur le vélo, en fait, il se sentira vraiment facile au niveau de la respiration, mais ça va rapidement chauffer au niveau des muscles et c'est à ce niveau-là que ça va bloquer. Donc, pour vraiment progresser en cyclisme, je ne peux que recommander de faire les séances intenses directement sur le vélo pour avoir les adaptations spécifiques et travailler ces fameuses contractions concentriques. Voilà pour cette question. Onzième question. Comment bien identifier dans intervalle ICU un potentiel état de fatigue? Donc intervalle ICU, c'est le logiciel d'entraînement que j'utilise et que je vous recommande d'utiliser. Vous pouvez accéder à au petit cours en ligne gratuit que je vous mets à disposition pour vous aider à utiliser ce logiciel. Alors, comment identifier la fatigue? Intervalle ICU, donc c'est un logiciel d'entraînement. Il va à chaque fois calculer votre charge externe, donc les kilomètres que vous avez fait, votre volume, le temps passé dans les zones, le travail en joules. Vous pouvez le paramétrer comme vous le souhaitez. Mais ce n'est pas un témoin interne. Ça ne va pas prendre en compte la fatigue interne. Et la fatigue interne, vous pouvez l'avoir à travers votre ressenti et à travers votre fréquence cardiaque. Donc moi, je ne recommande pas d'utiliser simplement intervalle ICU parce que ça ne va pas vous dire si vous êtes fatigué ou non. Ce que je recommande, c'est prendre les données d'intervalle ICU, donc prendre la charge externe réalisée dans une semaine. Donc pour faire simple, on va prendre tout simplement le volume. On va rien faire simple. Mais si vous voulez être plus précis, vous pouvez prendre la charge en kilojoules. Et vous allez la comparer à votre ressenti, comment vous vous sentez concrètement dans la vie de tous les jours et sur le vélo, si vous vous sentez bien, si vous êtes de bonne humeur, si vous êtes motivé. Ça, c'est d'ailleurs, vous l'avez dans l'intervalle ICU, ce sont les données de bien-être que vous pouvez compléter. Et comme ça, vous pouvez toujours comparer vos données externes, la puissance, les kilojoules, etc., à vos données de bien-être et voir que par exemple, après une grosse semaine d'entraînement, si vous voyez que toutes vos données de bien-être sont négatives, vous savez que vous êtes trop fatigué. Dans ce cas-là, il faudra réduire votre charge la semaine suivante. Un autre moyen qui est bien plus précis pour identifier sa fatigue, c'est suivre sa fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est vraiment le témoin du bon fonctionnement de notre système nerveux autonome. J'en avais parlé dans la vidéo « Pourquoi tu es épuisé ?» Donc je t'invite à la visionner si cette question t'intéresse. Et tu peux suivre ta fréquence cardiaque tous les jours, par exemple au repos. Si tu as une fréquence cardiaque anormalement haute au repos, tu sais que tu es dans un état de fatigue avancé, qu'il y a une perturbation de ton système nerveux. Si lorsque tu fais une séance de basse intensité, ta fréquence cardiaque est trop haute
et que lorsque tu fais de la haute intensité, ta fréquence cardiaque ne monte pas et reste trop basse, là aussi tu sais que tu es dans un état de fatigue avancée. Donc lorsqu'il y a une grosse différence de fréquence cardiaque comparée à la norme, si tu veux être plus précis, tu peux partir sur les bracelets Whoop ou sur tout capteur de HRV, donc pour voir la variabilité de la fréquence cardiaque, et tu pourras suivre ta fatigue interne encore plus précisément. Donc la fatigue, c'est vraiment une mesure interne, donc en considérant ton bien-être, ta fréquence cardiaque ou ton HRV. Question 12. Bonjour, je souhaite en connaître un peu plus sur la diététique du cycliste. Ok, donc là on rentrerait vraiment dans un gros sujet. Mais je vais en profiter pour casser quelques mythes. Le cyclisme, c'est un sport qui consomme beaucoup de calories. C'est un sport qui est très exigeant, surtout quand on fait du volume. C'est très coûteux énergétiquement, donc il ne faut pas avoir peur de beaucoup se nourrir pour répondre aux besoins imposés par la discipline. Donc l'idée, c'est de ne pas se placer dans un déficit calorique, c'est-à-dire dépenser plus de calories que ce que l'on consomme, que ce que l'on mange dans notre alimentation. Donc être sûr de ne pas être en déficit, d'être toujours à l'équilibre. Donc ça évite de perdre du poids et de s'affaiblir. Mais surtout, ce que je vous recommanderais, c'est de veiller à avoir suffisamment de glucides et de protéines dans votre alimentation pour récupérer. Parce que les glucides, on les utilise à l'effort, et si vous en manquez, c'est comme manquer d'essence dans le moteur d'une voiture. Vous n'allez pas avancer très vite. Donc être sûr de refaire ces stocks de glucides. Et les protéines, très important, les protéines, ce sont vraiment le constituant de notre organisme. Notre corps est un amas de protéines, c'est le constituant de nos muscles. Donc il faut des protéines pour permettre à nos muscles de se reconstruire et de s'adapter. Donc au niveau de la nutrition, au final, quand on s'entraîne vraiment beaucoup, il n'y a pas de retenue à avoir. On peut le voir sur beaucoup de cyclistes professionnels, même sportifs d'endurance, triathlètes. Je pense aux triathlètes norvégiens qui s'enfilent d'énormes pizzas, qui boivent du coca, qui mangent du Nutella. Bon, c'est pas le meilleur exemple parce qu'après, forcément, si on ne prend que les calories et les macronutriments contenus dans ces aliments, ça leur permet de combler les manques créés avec l'entraînement. Mais d'un point de vue santé, c'est pas l'idéal. Donc la nutrition, elle doit également être là pour optimiser votre santé au-delà des performances. Mais il faut bien faire la distinction entre nutrition santé et nutrition pour la performance. La nutrition pour la performance, ça va être vraiment riche en glucides, en protéines. La nutrition pour la santé, elle est plus nuancée. Donc moi, je vous conseille de faire un mix des deux et de faire tes propres recherches pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur toi. Mais le pire qui pourrait arriver, ça serait d'être carencé et de manquer d'énergie tout simplement. Dans l'ancien temps, qui n'est pas si vieux que ça, les cyclistes avaient pour habitude de tout peser, de faire la course au poids. Et ça, je remarque, c'est une tendance qui se perd. Maintenant, les cyclistes, ils ont compris que c'était important de beaucoup manger. Il y a même des cyclistes qui prennent du poids volontairement. On a vu un cycliste norvégien prendre 20 kilos pour préparer le Tour de France. Donc, je me souviens plus de son nom. Je pourrais vous mettre l'article dans les commentaires, dans la description. C'est un sujet qui est très très intéressant. Il avait pris 20 kilos parce que forcément, il était beaucoup plus puissant sur le plat et il avait plus de problème de baisse d'énergie sur ses sorties. Donc, ne pas faire la course au poids qui mène généralement nulle part et plutôt être sûr de combler les besoins causés par la dépense énergétique. Question 13. On arrive petit à petit vers la fin, mais ce ne sont pas les questions les plus simples à répondre. Alors, si tu as trop rapidement travaillé du spécifique et que tu ne progresses plus, comment rééquilibrer ton programme à 4 mois de ton objectif A pour améliorer ta base? Donc je pense que cette question, elle vient de ma vidéo sur la planification. Donc c'était une longue vidéo de 40 minutes où je vous expliquais comment planifier votre saison de A à Z et j'avais mis un point d'honneur à vous rappeler l'importance de créer une grosse base. J'entends par là une base de basse intensité qui vous permet d'obtenir de meilleurs résultats une fois qu'on réalise des entraînements spécifiques, c'est-à-dire des entraînements à haute intensité, donc de la zone 3, zone 4, zone 5, seuil et VO2 max. Le problème, c'est de commencer le spécifique trop tôt, parce que vous allez en quelque sorte griller des cartouches, vous allez rapidement obtenir des résultats avec cette méthode, mais vous allez plafonner. Parce que il faut quelques semaines pour développer ses capacités anaérobies, par exemple, ou optimiser son VO2 max. Il faut quelques mois pour améliorer son deuxième seuil, mais il faut des années pour améliorer sa base. Donc on cherche à améliorer sa base le plus possible
pour créer le plus de potentiel pour les autres qualités. Donc si on commence le spécifique trop tôt, on atteint vite un plafond, on ne va plus progresser derrière. Donc déjà, la première chose, c'est éviter cette erreur, bien évidemment, mais si vous l'avez commise, ce que je vous conseille, c'est de ne pas chercher à faire plus d'intensité, parce que vous n'irez pas plus loin. Ça serait de rebalancer votre entraînement, réduire un peu l'intensité. Donc par exemple, ça serait de garder une structure avec 2 séances par semaine, faire des séances que vous êtes capable de finir facilement. Dans votre tête, vous pouvez avoir le repère de vous dire je dois finir ma séance avec 1 ou 2 reps en réserve. Vous savez que vous êtes capable de faire 2 reps en plus, mais vous ne les faites pas. C'est un bon indicateur. Comme ça, vous retrouvez également de la fraîcheur mentale. À côté de ça, vous maximisez du temps de qualité à basse intensité. Pour justement réaccroître cette base à nouveau. Donc là, on est à 4 mois de l'objectif et vous pouvez faire ça pendant 3 mois. Si vous avez vraiment commencé le spécifique trop tôt. Donc votre base va commencer va réaugmenter en taille à nouveau. Et derrière, le dernier mois précédant l'objectif A, là vous pouvez mettre davantage d'accent sur le spécifique. Et avec le retour de l'entraînement de base, le potentiel aura réaugmenté. Et 1 mois, je vous garantis que ça suffira pour réobtenir des progrès importants. Donc on ne stoppe pas du tout, on ne stoppe pas complètement la haute intensité ou les entraînements au seuil. On réduit juste la difficulté des séances et on réaugmente le volume à basse intensité. Et les performances vont repartir derrière. Donc la question 14, dans quel ordre travailler les différentes qualités ainsi que les spécifiques tout au long de l'année? Donc pour te donner une réponse, va voir ma vidéo sur la planification parce que ma réponse dure 40 minutes littéralement où j'explique dans quel ordre travailler telle qualité en fonction de tes objectifs. Donc je te renvoie vers cette longue vidéo. Alors, question 15, je n'arrive plus à progresser et j'ai mal aux jambes après une sortie d'endurance alors que je ne suis pas à fond. Donc si tu as mal aux jambes après une longue sortie d'endurance, soit tu débutes l'entraînement, auquel cas chaque séance cause des douleurs, mais si tu n'es pas débutant, je suis désolé de te l'annoncer, mais tes séances sont trop dures. Tu roules à une puissance trop élevée ou tu roules trop longtemps par rapport à tes capacités. Donc ça c'est courant. En réalité, quand on fait des séances à basse intensité, c'est vraiment facile de rouler 15, 20, 30 watts plus rapidement parce que par définition, on est à basse intensité. Donc on a de la marge, on est loin du maximum. Donc dans ton cas, j'essaierai de réduire la puissance et sur une puissance qui est presque ridicule pour toi, qui te semble ridicule au début, mais qui te permettra de finir les sorties avec de la fraîcheur parce que c'est ce qu'il faut. Finir avec les jambes totalement entamées, complètement fatiguées, ça mène nulle part. J'ai pu le faire, je sais très bien que ça peut entraîner les progrès, certes, mais derrière on ne progresse plus. Donc les séances de basse intensité, il faut les finir avec de la fraîcheur. Les séances longues, bien évidemment, vous serez un peu fatigué, mais les séances courtes de 1h30, 2h, vous devez avoir aucune difficulté à les finir. Donc le mal de jambe, il peut venir de ça, il peut venir aussi d'un manque de glucides, donc tu t'alimentes pas assez sur tes sorties, donc tu finis beaucoup plus fatigué qu'à la normale durant ces sorties-là. Donc si tu n'arrives pas à progresser, moi je pense que tu roules trop fort globalement, donc revois ta cible d'intensité à la baisse, donc recalibre tes zones de puissance, je te renvoie vers le départ, clique dans le premier lien dans la description, où je te propose des tests de performance et je te propose des calculs pour recalibrer tes zones. Donc tu pourras recibler des zones sûrement plus cohérentes et cela te permettra de finir tes séances à basse intensité plus aisément et tu pourras également rééquilibrer ton entraînement. Donc c'est vraiment ce qui va relancer ta progression, c'est contre-intuitif mais rouler plus doucement va te faire progresser. Après je n'ai pas assez d'éléments de réponse, le problème vient peut-être pas de cela, mais si tu me dis que tu as mal après une sortie d'endurance, ce n'est pas normal. Et il n'y a pas besoin d'être à fond pour avoir mal. Quelques watts en trop peuvent faire la différence. On arrive à la fin. Question 16. Comment gérer ses entraînements quand on a une vie perso bien remplie, famille, travail, etc. Donc forcément, je sais très bien que je ne m'adresse pas à des cyclistes professionnels. La plupart d'entre vous ont justement une vie bien remplie, donc ça va vous intéresser. Donc, généralement, vous avez des jours de pause dans vos semaines, c'est le week-end. Donc déjà, ça, c'est non négociable pour vous. Le week-end, ça sera ou vos journées libres dans vos semaines. Vous devez les dédier aux sorties longues parce que c'est très important d'avoir au moins une sortie longue dans votre semaine. Donc, placez une sortie longue le week-end. Et dans la semaine, le meilleur conseil, c'est de jouer sur la fréquence
Donc par exemple, essayez de faire un petit peu tous les jours, ou alors le plus possible dans la semaine, parce que l'erreur, ça serait de faire une sortie vraiment longue le week-end, de vous faire 1 à 2 sorties home trainer dans la semaine et penser que c'est suffisant. Généralement, ça ne l'est pas. Donc il faut augmenter sa fréquence, par exemple faire tous les jours une petite heure, si c'est possible pour vous, bien évidemment, et avoir un entraînement bien équilibré. Donc dans la semaine, avoir 1 à 2 séances de haute intensité ou de moyenne intensité, bien paramétrées, bien calibrées. Le week-end, la sortie longue, et entre chaque séance, des petites séances zone 2. Et je vous garantis que rajouter des 30 minutes ou des 45 minutes, ça fait une grosse différence à l'échelle de l'année. Donc je vous invite à ne pas négliger ces petites sorties, et ça peut être une excellente solution d'avoir cette mentalité de chercher à gratter des petits bouts d'effort à droite à gauche. Si c'est possible, faites du vélo taf, allez au travail en vélo. Ça, c'est un excellent moyen justement de grappiller ces petits bouts d'effort. Mais si ce n'est pas votre cas, n'ayez pas peur de monter sur votre home trainer pour 30 minutes le matin avant d'aller au boulot, 30 minutes le soir. Ça peut vous sembler dérisoire, mais je vous garantis que ça ne l'est pas. Et ça fait une différence énorme à l'échelle de l'année. Donc déjà, pour résumer tout ça, essayez d'avoir une structure qui ne bouge pas chaque semaine en fonction de votre emploi du temps professionnel, si celui-ci ne varie pas. Essayez de caler votre sortie longue et vos 2 séances de qualité dans la semaine. Essayez de faire en sorte que ça reste gravé dans votre emploi du temps, que ça ne bouge pas, que ça soit des non négociables. Et autour de ça, vous pouvez greffer toutes ces petites sorties. Et voilà, tout simplement. Gardez la motivation. Évitez de trop en faire, parce que quand on a une vie chargée, forcément ça crée du stress. L'entraînement crée aussi du stress. Et trop de stress, ça amène à du stress chronique. Et le stress chronique, ça amène à la non-progression. Donc, il n'y a pas besoin de s'entraîner énormément quand on a une vie chargée, parce qu'on peut rapidement se retrouver surmené. Et vaut mieux chercher à maîtriser un bon 6-8 heures d'entraînement par semaine que de chercher à faire des exploits de temps en temps et après retomber à 2, retomber à 3, etc. 3 heures de vélo par semaine. Donc, essayez vraiment de maîtriser une base. Je dirais même 5 heures. Si chaque semaine vous avez un 5 heures qui est bien maîtrisé, vous ferez des progrès, je vous le garantis. Dernière question. Bonjour, j'ai mal aux jambes quand je fais une séance de foncier en vélocité et pas quand je mets du braquet. Est-ce normal? Pourtant, je pense que la vélocité est un thème important. Donc, pourquoi ai-je mal aux jambes quand je fais de la vélocité? Pourquoi? Parce qu'on a une économie qui est différente en fonction de notre fréquence de pédalage. Je m'explique. Vous prenez une puissance fixe, disons 200 watts, vous pédalez à 100 RPM, vous prenez votre fréquence cardiaque, votre ressenti, et vous faites la même chose en passant à 55 RPM. Vos sensations seront différentes et il y aura peut-être des différences de fréquence cardiaque. Et cela est dû à une différence d'efficience. Et ça va dépendre de votre profil. Il y a certains coureurs qui seront beaucoup plus à l'aise à basse cadence, comme ce monsieur, ou d'autres qui ça sera le contraire à haute cadence. Donc, si je vous demande de pédaler à 200 watts, vous allez tous naturellement opter pour une cadence. J'appelle ça la cadence naturelle, mais c'est également la cadence optimale. Celle qu'on utilise sans réfléchir, et c'est la cadence qui nous demande le moins d'énergie pour maintenir une puissance donnée. Et quand on sort de cette cadence, forcément, c'est un peu plus coûteux. Dans le cas de cette personne, il est beaucoup plus économe à basse cadence qu'à haute cadence. Donc forcément, quand il pédale à haute cadence, il est inconfortable. Donc, moi, ce que je propose pour ce type de personnes, c'est pourquoi pas dans leur séance d'endurance de faire des exercices à haute cadence, à basse cadence, passer par un large spectre de cadences, mais le simple fait de faire un circuit varié avec des côtes, des descentes, et en s'efforçant de pédaler dans tous ces secteurs, comme s'efforcer de pédaler en descente, on va progresser naturellement sur ces phases de pédalage et on deviendra économe sur un plus large spectre. Et c'est important, selon moi, de devenir à l'aise aussi bien à basse cadence qu'à haute cadence, parce qu'on ne choisit pas tout le temps la cadence que l'on souhaite. Par exemple, si vous allez monter une côte très très raide, vous n'aurez pas le choix d'être à basse cadence en force. Donc c'est intéressant à l'entraînement de travailler ces basses cadences-là. Et au contraire, si vous êtes en course, que vous devez attaquer sur un faux plat descendant, voire même une descente, vous devez être à l'aise à haute cadence. Bon, c'est souvent moins le cas. Mais globalement, vous devez essayer d'être le plus à l'aise partout. Donc oui, c'est tout à fait normal d'avoir des différences de sensations en fonction de la cadence à laquelle on se trouve. Donc c'est tout pour les questions du jour. J'espère ne pas en avoir oublié. Il me semble que j'en ai laissé passer une. Laissez-moi regarder quelques secondes. Ok.
J'espère que c'est bon. Il me semble en avoir oublié une, malencontreusement. Bon, ce n'est pas très grave. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à toutes ces questions. J'espère que ça vous aura apporté de bons éléments de réponse, que ça vous aura bénéficié à tous. Donc je vous invite à me le faire savoir via un commentaire sur YouTube, voire même Spotify si vous l'écoutez depuis Spotify. Et dans les commentaires, posez-moi toutes vos questions d'entraînement, posez-moi toutes vos problématiques, parce que je serai ravi de faire un deuxième épisode, parce que je pense je pense qu'il y a d'autres problèmes que vous devez rencontrer au quotidien. Donc, lâchez-vous, posez-moi tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre le départ. Donc, c'est mon cours en ligne gratuit où je vous explique comment remettre votre entraînement sur les rails en utilisant Interval ICU, en faisant des tests de performance, en recalibrant ces zones d'entraînement. Si vous êtes prêt à aller encore plus loin, si vous voulez des plans d'entraînement, vraiment maîtriser votre entraînement de A à Z et avoir un accompagnement qui est ici collectif sur l'ascension, vous pouvez rejoindre l'ascension. On est plus de 130 cyclistes dessus et on fait des appels de groupe. Je réponds aux questions des membres pour les soutenir. Donc, il y a également un suivi qui opère derrière. Vous avez accès à tous les plans d'entraînement, quel que soit votre objectif. Donc, je vous en dis pas plus. Vous pouvez aller voir la page de présentation qui se trouve dans l'espace commentaire. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode, pour cette vidéo questions-réponses. Hâte d'être à la prochaine. Posez-moi toutes vos questions. Et je vous dis à la prochaine. C'était Antonin Albouy pour la science du cyclisme.